Comme vous le savez, dans nos explorations, on tombe souvent sur des lieux abandonnés sans perspective d'avenir. Certains finissent par être réhabilités, mais la grande majorité n'a pas cette chance et ils finissent par aller direct à la case démolition. Et c'est exactement de ça dont on va parler aujourd'hui. Car je vais vous raconter l'histoire de 4 lieux abandonnés que j'ai pu explorer et photographier et qui ont été rayés de la carte comme s'ils n'avaient jamais existé. Allez, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vous parlerai d'un lieu très connu dans le monde de l'urbex que beaucoup d'entre vous ont sûrement déjà visité. Mais si vous découvrez cette chaîne et que vous ne me connaissez pas, moi c'est Marco. J'explore depuis 2008 des sites abandonnés à travers le monde, je les photographie, j'essaie de comprendre leur histoire, ce qu'ils ont été, pourquoi ils ont fermé, et parfois aussi ce qu'ils deviennent. Et dans certains cas, les images que je ramène prennent une valeur particulière, notamment lorsqu'elles deviennent les dernières traces d'un lieu qui n'existe plus. Si cette manière d'explorer entre urbex, enquête et documentaire vous parle, alors vous êtes au bon endroit. Allez, on commence par un endroit qui va parler à bon nombre d'entre vous, la colonie de vacances. Direction l'Auvergne à Murat-le-Caire dans un décor absolument magnifique. C'est ici que pendant des décennies se trouvait la colonie de vacances qui appartenait à Clichy-la-Garenne, une commune du 92. C'était un grand ensemble construit à la fin des années 50 et qui était pensé pour accueillir les enfants de cette ville de région parisienne. Et à l'époque, ces colonies de vacances font partie intégrante de la politique sociale du pays, puisqu'on envoie les enfants prendre l'air, à la montagne, à la mer, parfois même plusieurs semaines, et ça pour le plus grand bonheur des parents. Et les enfants, eh bien ici, ils y allaient aussi bien l'été que l'hiver. D'ailleurs, lors de mon exploration en 2023, je suis même tombé sur un local qui était encore rempli de matériel de ski. Il devait y en avoir pour un paquet de fric. Mais dans cette colo, il y avait aussi plein d'endroits intéressants comme la salle de spectacle, des sortes de salles de classe, ou bien cette rotonde étonnante qui servait de cantine. Et en parcourant ces espaces vides, je ne pouvais pas m'empêcher d'imaginer les rires et les cris des enfants et toute l'agitation qu'il devait y avoir à l'époque. Car les colonies de vacances, c'était là où on passait nos premiers moments sans les parents, loin d'eux, et c'était là où on pouvait même avoir ses premiers flirts. Bref, c'était un lieu où on se forgeait de beaux souvenirs, de nouvelles amitiés, mais malheureusement, au fil du temps, l'avenir s'assombrit pour cette colo. Pour la ville de Clichy-la-Garenne, l'entretien du site devient trop lourd et l'argent manque pour remettre aux normes ce bâtiment qui est quand même très ancien. Et c'est donc pour ça qu'en 2012, la ville est contrainte de fermer la colonie. Le site est alors laissé à l'abandon, les bâtiments se dégradent et le matériel qui était encore entreposé comme les matelas devient irrécupérable. Et surtout, comme dans beaucoup de bâtiments publics de l'époque, on retrouve des matériaux problématiques, notamment de l'amiante. Oui, c'est pas top pour un site qui a accueilli des enfants, vous me direz. Et cette amiante rend toute réhabilitation extrêmement coûteuse. Le site est alors mis aux enchères en 2019 avec une mise à prix dérisoire qui est fixée autour de 100 000 €. Pourquoi un prix aussi bas, vous me direz ? Eh bien tout simplement parce que les travaux nécessaires à la réhabilitation de ce lieu se chiffrent en plusieurs millions d'euros. Et sans grande surprise, aucun projet viable ne voit le jour. Et personne ne rachète le site. Il reste donc à l'abandon pendant des années, et puis la décision tombe. La colonie est jugée impossible à sauver. Et la commune de Clichy-la-Garenne décide donc de la faire raser entièrement. Et avec cette démolition, ce sont pas seulement des bâtiments qui disparaissent, mais c'est aussi des milliers de souvenirs d'enfance. Avant de continuer, petit aparté, si ce genre de vidéo vous plaît, et si vous aimez ce travail de mémoire autour des lieux abandonnés, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner à la chaîne. Ça aide énormément au référencement, ça ne vous coûte rien, et ça me permet de continuer à mener mes enquêtes sur l'histoire de ces endroits. Merci à tous. Deuxième arrêt, le CEA de Valenton en région parisienne. Un lieu beaucoup plus discret, mais aussi beaucoup plus sensible. Vous allez comprendre pourquoi. Ici se trouvait un ancien site du CEA. Alors CEA, ça veut dire Commissariat à l'énergie atomique. À l'origine, le site est déjà stratégique puisque c'est un ancien fort construit dans les années 1870 pour protéger Paris. Après les deux guerres, le lieu est resté dans le domaine militaire puisqu'en 1955, il a été reconverti en centre pour des activités de recherche scientifique portant sur l'atome et ce qu'on peut faire avec. Alors je peux pas trop prononcer certains mots ici, mais on est après la Deuxième Guerre et la France veut se doter d'une certaine forme de dissuasion pour garantir la paix. Vous avez compris le délire, hein ? Donc pendant des décennies, on y mène des essais, des recherches et des expérimentations au sujet justement de cette dissuasion. Et plusieurs bâtiments ont été construits aux alentours de ce fort, notamment des laboratoires, des salles où on travaillait avec des lasers, bref, toutes ces zones étaient bien évidemment contrôlées et le site entier menait des activités classées secret défense.
Tout se passait pour le mieux jusque dans les années 90 où le contexte géopolitique évolue puisque voilà, on est au sortir de la guerre froide, l'URSS vient de se disloquer et donc tout le monde est un peu plus détendu. Et c'est donc dans ce contexte que Jacques Chirac décide de mettre fin aux essais de cette dissuasion et donc beaucoup de centres de CEA sont réorganisés et certains ont fermé et vous avez bien compris que celui de Valenton fait partie de ceux qui ont cessé toute activité. Et c'est ainsi que j'explore pour la première fois ce lieu en 2009. Alors je dis première fois parce que j'y suis allé au moins 4-5 fois tellement ce lieu m'a inspiré. D'ailleurs je suis même tombé un jour sur des gendarmes et c'est comme ça que j'ai compris qu'ils se servaient de ce lieu comme terrain d'entraînement. Heureusement ils venaient de finir et ils m'ont laissé l'explorer tout en me disant de bien faire attention, c'est très sympa quand ça se passe comme ça. Il faut même pas coucou. Bref, quand j'explore le site, l'ambiance est particulière car on sent le poids de l'histoire avec un grand H. On a vraiment l'impression que le secret est partout, et pour tout vous dire, je comprends pas trop l'utilité de ce que je vois. Tous ces bâtiments, ce matériel, j'y piche que dalle, mais ça m'impressionne. L'endroit est resté un bout de temps à l'abandon, quasiment 2 décennies, et puis on a commencé à entrevoir un projet qui va nécessiter la déconstruction de plusieurs bâtiments. Car c'est ici en 2023 que la plus grande école de sapeurs-pompiers d'Europe va voir le jour. Mais alors vous allez me dire, que devient la partie fortifiée qui était à l'origine du site ? Très bonne question. Eh bien soulagement, car comme vous pouvez le voir sur cette vue satellite, il semble bien qu'elle ait été conservée. On voit bien le fronton du fort qu'ils ont bien mis en valeur par rapport à ma visite où il croulait encore sous le lierre et les lianes. Et j'imagine qu'ils ont dû garder le système de pont-levis qui faisait aussi la particularité de l'édifice. On peut voir aussi que les 2 casemates ont été conservées et ça c'est une bonne chose. Et j'ai même l'impression que ce n'est pas le seul lieu qu'ils ont préservé. Vous voyez cette photo que je vous ai montrée plus tôt ? C'est là-dedans qu'ils menaient des expérimentations avec un laser surpuissant. Eh bien regardez cette photo des pompiers à l'entraînement. Je vous mets les 2 photos côte à côte et il semble bien que ce soit le même grand bâtiment. Et quand on compare les vues satellites, on voit bien que cet hangar n'a pas été démoli, mais qu'il a été conservé. L'ancien site n'a donc pas entièrement disparu sous les pelleteuses. Ce qui n'est pas le cas du prochain lieu dont je vais vous parler. Le centre de formation Air France. 3e lieu et pas des moindres. Alors pour y rentrer, il a fallu ruser car il y avait un gardien et plusieurs voitures stationnées. J'ai donc décidé de passer par des galeries techniques souterraines qui passaient sous les routes et qui connectaient les bâtiments entre eux. C'est étroit, sombre, humide et un peu flippant si vous êtes claustro. De fil en aiguille, j'arrive dans le bâtiment qui m'intéresse le plus, celui des simulateurs de vol. Oui, vous avez bien entendu. Car c'est ici que pendant des années, on a formé toute une génération de pilotes. Dès 1947, les premières formations professionnelles sont mises en place sur le site. Il accueille même une école d'apprentissage pour mécaniciens, une école technique pour cadres et pilotes, ainsi qu'une unité de formation pour les personnels navigants. Cette montée en puissance répond à des besoins considérables puisqu'entre 45 et 47, c'est près de 8000 agents qui doivent être recrutés pour reconstruire les effectifs d'Air France. Je vous rappelle qu'on est au sortir de la guerre et qu'il faut donc reconstruire le pays. Alors ce centre de formation situé en région parisienne a une très longue histoire et une mission cruciale pour la compagnie aérienne. Lors de ma visite, il reste donc ces simulateurs, mais la plupart ont déjà été enlevés. Et j'imagine et j'espère qu'ils ont dû être réutilisés sur d'autres sites car il devait en avoir pour un paquet d'argent. L'ambiance ici est assez irréelle. Je tombe même sur la salle des serveurs dans laquelle il reste encore des disques durs connectés. Et là, je sais ce que vous vous dites, qu'est-ce qu'il y avait sur ces disques ? Eh bah, je vous le dirai à la fin de la vidéo. Non, je plaisante, j'ai évidemment pas touché au disque. Mais ça se trouve, il y avait des scénarios catastrophes dessus ou que les pilotes devaient ensuite gérer en simulation, qui sait. Mais alors pourquoi cet endroit a fermé ? Eh bien tout simplement car la compagnie aérienne a réorganisé ses dispositifs de formation et cette nouvelle organisation n'était plus forcément adaptée à un site comme celui-ci qui se faisait trop vieux. Ils ont donc préféré délocaliser tout ça sur Roissy et Orly, ce qui fait sens. Tout ça combiné aux différentes phases de restructuration de l'entreprise, ça a conduit inévitablement à la fermeture du site en mars 2007. Quelque temps après, Air France revend ses parcelles à différents acquéreurs. Alors je vais pas trop rentrer dans les détails, mais la plus grosse partie va donner lieu à la construction d'un nouveau quartier résidentiel. Et bien évidemment, ce projet nécessite la démolition totale du centre de formation qui est littéralement rayé de la carte. À sa place, on trouve donc désormais des bâtiments récents comme des logements, des commerces et une résidence pour personnes âgées.
Un quartier neuf, fonctionnel et parfaitement intégré au tissu urbain actuel, si bien qu'on ne penserait pas que c'est ici que s'est jouée une part de l'histoire aérienne du pays. Alors si un jour vous prenez l'avion, dites-vous que le pilote aux commandes a peut-être été formé ici, sur ces mêmes simulateurs, aujourd'hui disparus. Le manoir de la Pomponnette. Dernier arrêt et changement radical de décor. Un lieu charmant, très connu dans le monde de l'urbex, sous le nom de manoir Pavlovitch. Alors c'est une belle bâtisse construite en 1863, non loin de la Marne, et dont l'histoire reste en grande partie mystérieuse. J'ai retrouvé très peu de photos de l'endroit, et malheureusement aucune qui ne montre l'intérieur tel qu'il était. Alors ce qu'on sait, c'est que plusieurs propriétaires s'y sont succédés, et l'un d'eux en a même fait sa résidence d'été. Et je le comprends. Car quand je l'explore en 2019, ce qui frappe immédiatement, c'est qu'on ressent que l'endroit a été magnifique. En plus, il est niché dans un écrin de verdure, c'est vraiment très beau. Alors à l'intérieur, il reste dans l'entrée le fameux piano qu'on voit un peu partout sur les groupes urbex. C'est vraiment la photo emblématique du lieu que les urbexeurs ont tous fait, y compris moi. Mais ce serait réducteur de ne s'arrêter que là, car il y avait aussi un billard, des petits salons intimistes et un superbe escalier avec de jolis vitraux quasiment intacts. Mais le problème, c'est que tout le reste s'était transformé en ruine. Les plafonds s'étaient effondrés, les planchers, j'en parle même pas car des fois ils existaient même plus. Et ça faisait que le rez-de-chaussée, il avait tendance à fusionner avec le premier étage aussi. C'était vraiment dangereux par endroits, si bien qu'on sentait que le bâtiment avait dépassé le point de non-retour. Car toute sa structure était devenue trop fragile. Et il faut dire que ça a quand même été abandonné depuis plusieurs décennies, puisque les anciens propriétaires l'auraient quitté apparemment peu de temps avant la grande tempête de 99. Cette tempête qui aura donc endommagé la toiture de l'édifice notamment. Et donc ensuite avec ça, s'en est suivi des infiltrations forcément, jusqu'à ce que tout pourrisse. Et dites-vous que pour remettre sur pied ce petit manoir, il aurait fallu pas moins de 4 millions d'euros. Et à ce prix-là, la démolition est bien moins coûteuse. Et c'est pour ça que son actuel propriétaire, qui l'a racheté il y a quelques années, a décidé de le raser pour construire à la place 4 maisons individuelles. Et c'est un exemple assez classique de ce qu'on voit en urbex, c'est-à-dire un ancien domaine séculaire avec un grand terrain, racheté et démoli pour diviser des dizaines d'hectares en nouvelles parcelles pour différents projets immobiliers. On est dans un schéma classique. Notre seul lot de consolation dans cette histoire, c'est que le propriétaire a pris soin de mettre en sécurité des éléments caractéristiques du château, comme la grande marquise du 19e. Et tous ces éléments viendront ensuite s'intégrer dans le nouveau projet immobilier, ce qui est une façon de faire perdurer l'âme de ce petit manoir aujourd'hui disparu. Et voilà, ces 4 lieux avaient une chose en commun, ils ont été abandonnés. Mais contrairement à d'autres, ils n'ont jamais eu droit à une seconde vie. C'est aussi pour ça que l'urbex c'est important, parce que parfois nos images deviennent les seules traces de lieux voués à disparaître. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire, lequel de ces lieux vous auriez aimé sauver. Et si vous voulez terminer sur une note un peu plus optimiste, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les réhabilitations incroyables de 4 lieux abandonnés. Sans doute que vous en connaissez au moins un dans la liste pour l'avoir déjà exploré. Vous verrez ainsi que certains endroits ont encore droit à une seconde vie, et ça, on aimerait que ça arrive plus souvent. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à la faire vivre en likant, en commentant et en vous abonnant. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures.